Bonsoir. Je suis très heureuse d'inaugurer cette table ronde plutôt du soir avec 6 artistes installés à Lyon. Je voulais en introduction me présenter. Je suis Françoise Lenardeny. J'ai travaillé quelques années dans cette belle maison et je remercie le MAC et Isabelle Bertolotti de cette invitation et ainsi que l'équipe merveilleuse qui a organisé toutes ces journées, Sylviane Latuilière, Elsa Davio et Fanny Trussard pour leur étonnante attention aux préparations pleines de soins pour chaque partie, pour chaque intervenant, intervenante. Nous allons essayer finalement, pour résumer, de voir ce que peut être une vie d'artiste en région. Et pour commencer, avant de vous présenter, je voudrais dire qu'il se trouve que j'ai travaillé avec chacun de vous à différents endroits, à différents niveaux de travail. Ça va de visites d'ateliers un peu répétées, suivies avec certains et certaines, jusqu'à des participations de certains d'entre vous à des médiations dans le cadre de rencontres lorsque je travaillais ici. Ça va aussi à des articles écrits ou à écrire bientôt, mais aussi à des activités associatives partagées, puisque j'ai en face de moi Olivier Notelet, qui est président de Documents d'artistes, dont je fais également partie. Donc, certaines et certains m'ont aussi invitée comme curatrice dans des micro-lieux dont elle s'occupe. Donc, je fais cette liste pour montrer combien les endroits de rencontre entre l'artiste et le critique ou le curateur sont diversifiés et c'est un peu quelque chose qui sera au centre de nos préoccupations, de ce que nous allons tenter de cerner ce soir. Ce que je voulais dire, c'est que entre la vitalité parisienne, du point de vue du marché de l'art par exemple, et des grandes institutions, et la vie d'un ou une artiste en région, la réalité nous montre souvent qu'il faut faire face en région à une relative précarité. Faire face, ça veut dire trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que vous êtes à 100% dans la précarité, mais que l'activité artistique n'est pas forcément la majorité de vos revenus, pour parler très matériellement, ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Et nous allons voir aussi comment chacun élargit son activité pour faire bouillir la marmite, comme on dit. Je voulais, pour colorer le contenu de cette rencontre, citer une phrase que j'aime beaucoup de Stuart Hall, qui est prélevée dans les questions liées aux cultural studies, mais qui me paraît très applicable ici, qui disait, quel que soit l'objet sur lequel vous travaillez, la question qui toujours doit vous hanter est la suivante. Qu'est-ce que ceci a à voir avec tout le reste? Et donc nous allons sans doute découvrir ou constater à quel point l'activité artistique est liée à un écosystème et aussi à des questions plus générales de liberté de création et de politique publique. Donc nous avons procédé dans nos préparations de cette manière pour situer les manières d'être artiste à l'intérieur de Lyon, puisque c'était le sujet de ces 2 jours, mais évidemment, on est obligé de s'échapper géographiquement de la ville. Et nous allons voir l'ensemble des systèmes, comme ça a déjà été beaucoup vu ces 2 jours, où s'insère l'activité artistique, les politiques culturelles, les institutions, le marché de l'art, une posture personnelle de l'artiste qui nécessite cette combinaison entre résistance et utopie, et peut-être entre discontinuité et engagement. Alors, on va commencer par répondre à la question que le MAC se posait, c'est-à-dire le choix de la ville de Lyon. Donc, je m'adresse à vous tous et toutes. Je commence par le fond, Olivier Notelet, Laurence Catala, Alice Marie Martin, Jeanne Chopy, Yveline Loiseur,
Marc Desgrandchamps. Vous êtes tous à Lyon pour des raisons personnelles, professionnelles. Parfois, c'est suite à votre diplôme que vous êtes restés là, ou parfois vous êtes revenus après une expérience parisienne. Les loyers sont moins chers qu'à Paris. C'est une bonne motivation, pas la seule. Vous avez un poste d'enseignant, d'enseignante, ou d'autres motifs professionnels vous ont amené à ce choix. Vous avez peut-être trouvé l'écosystème lyonnais intéressant. En quoi? Comparé à quel autre écosystème? Quelle est sa richesse? Je vais m'adresser aux deux artistes le plus récemment installés à Lyon. Je commence par toi, Alice Marie. Pourquoi as-tu choisi Lyon lorsque tu as été diplômée des Beaux-Arts de Nantes? Moi, oui, comme tu viens de le dire, Françoise, je suis diplômée des Beaux-Arts de Nantes depuis 2019. Là, ça va. Ok. Donc, j'ai été diplômée des Beaux-Arts de Nantes en 2019, mais je suis originaire de Lyon. J'ai grandi à Lyon. Et donc, après l'école, très peu de temps après le diplôme, il y a eu le Covid, le confinement, etc. Et je me suis posé plein de questions comme beaucoup de personnes et beaucoup d'artistes à ce moment-là. À Nantes, j'ai eu une initiative d'atelier, de création d'ateliers avec d'autres artistes de ma promotion. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il nous manquait beaucoup d'outils pour créer un tel lieu. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de retourner m'installer à Lyon parce que j'avais envie de me rapprocher de ma famille et aussi parce que je connaissais déjà quelques artistes sur place. Et en fait, un peu par hasard, par connaissance, j'ai visité un atelier qui est l'atelier à la Mèze où je suis toujours résidente. Et donc, en fait, le fait d'arriver dans cet atelier, j'ai eu un peu un coup de cœur, mais j'y reviendrai plus tard sur ce lieu et sur son fonctionnement, etc. Et ça a un peu confirmé mon choix de revenir à Lyon. Et puis voilà, ça c'était un peu pour le départ, quoi. Enfin, plein de choses différentes ont fait que je suis revenue dans cette ville et finalement c'est quand même une assez grande ville par rapport à Nantes où j'ai fait mes études, c'est aussi une grande ville, mais Lyon l'est d'autant plus, sans être disproportionné comme Paris, où du coup c'est quand même possible de rencontrer du monde, d'être dans un écosystème artistique assez pluriel, sans être noyé dans la masse d'artistes. Merci. La question de la pluralité de l'écosystème, c'est aussi quelque chose, Jeanne, qui t'a attirée à Lyon, je crois. Jeanne Chopy. Oui. Donc moi, j'ai été diplômée de l'école supérieure d'art de Clermont-Ferrand en 2020 et j'ai aussi fait le conservatoire de danse en même temps. Et suite à mon diplôme, j'ai pris un atelier chez un particulier. Donc c'était une boutique avec deux autres artistes pendant 2 ans. Ensuite, j'ai eu 1 an aux ateliers de la ville de Clermont-Ferrand. Et ensuite, encore 1 an chez un particulier, encore un atelier partagé, un petit atelier partagé avec d'autres artistes. Et puis, j'ai vu que Clermont-Ferrand n'avait plus à m'offrir d'espace de travail. Et donc là, je me suis tournée vers Lyon parce que j'y connaissais des artistes et aussi parce que je m'occupe d'un lieu d'art contemporain qui s'appelle Le Basculeur, qui est en Isère et qui a été cofondé par mes parents, Dominique Blin et Marc Chopy. Et donc, tout simplement, me rapprocher de Lyon faisait sens. Aller à Lyon pour me rapprocher du Basculeur qui est à 1 heure faisait sens à ce moment-là. Et l'autre chose qui a fait que j'ai porté mon choix vers Lyon, c'est que Lyon a plusieurs cercles de l'art contemporain, ce qui est, je pense, hyper important pour pouvoir... Il y a une circulation en fait des gens, les gens arrivent à Lyon, repartent et on peut toujours un peu rencontrer des nouvelles personnes. Et je pense que c'est un peu la clé pour essayer de faire une carrière d'artiste. Voilà. Merci.
Je voudrais interroger maintenant Olivier Notelet, parce que ton atelier, l'atelier pour toi est un besoin finalement un peu intermittent en fonction plus des projets. Et je voulais que tu nous parles peut-être, avant qu'on présente le travail de chacun et chacune, d'abord tu as dit pendant les préparations quelque chose d'important, c'est que un atelier, c'est un loyer en plus et que c'est pas anodin si on ne travaille pas de manière continue. Et c'est en même temps indispensable quand on a un projet. Et tu as cité des villes qui ont eu une politique volontariste en direction de la création d'ateliers d'artistes. Quel rôle pourraient jouer nos politiques ici à Lyon en faveur des ateliers d'artistes? Comment ça se passe ailleurs? Ah bah je crois que ça marche, oui. Il faut faire ça. Ah, comme ça, voilà. Moi, je pense que c'est un secret pour personne que Lyon est une ville qui n'a pratiquement pas de politique d'atelier par rapport par rapport à la taille de la ville. Et c'est vrai que moi, il m'est arrivé d'aller dans des villes, des grandes villes européennes. Je pense, alors évidemment, on va dire, je prends un trop bon, donc trop mauvais exemple si je pense à Düsseldorf ou des villes comme ça. Mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que quand une ville développe une vraie politique d'atelier par rapport aux artistes, il se passe quelque chose à tout point de vue, c'est-à-dire au point de vue économique, au point de vue de la dynamique culturelle, au point de vue de la relation avec les institutions. Il y a un truc d'installer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on prend l'atelier pour toute sa vie. Ça tourne aussi, il y a des sélections et tout ça, exactement comme ce qui se fait à Saint-Fond. Mais, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui stabilise une étape dans le parcours de l'étudiant qui sort de l'école, qui doit se fixer quelque part. Parce que je trouve que très souvent, plus exactement, rarement, on parle des lieux de production, des lieux de travail. Et je pense que c'est quand même des choses sur lesquelles il faut vraiment réfléchir, parce que ça conditionne vraiment une économie, ça conditionne un rapport à la ville dans laquelle on habite. Voilà, ça conditionne plein de choses. Et il me semble quand même que, moi je trouve ça complètement aberrant qu'une ville comme Lyon, avec tout ce qu'elle a fait, ce qu'on a entendu hier depuis tant d'années, je trouve ça très étrange qu'il n'y ait jamais eu un moment, un vrai élan de politique d'atelier public, politique publique d'atelier, avec la possibilité, oui, de créer une synergie, de créer quelque chose avec ça, quoi. Parce que même si, évidemment, je sais bien qu'il y a eu les choses comme le Grand Large, ou il y a eu des tentatives comme ça, mais ça reste toujours des choses tellement précaires que finalement, ça ne constitue pas vraiment une solution par rapport je pense même tout simplement aux ateliers qu'il y a à Genève, là, autour du MAMCO. On voit bien comment ça stabilise quelque chose, comment on sait que si on va au MAMCO, on peut aller voir les ateliers, on peut rencontrer les gens. Enfin voilà, moi ça me semble tellement évident que je trouve toujours bizarre qu'à Lyon, il n'y ait pas eu cette chose-là. Et donc, en préparant avec vous et dans notre vie professionnelle, on constate toujours que l'atelier, c'est à dimension, à géométrie variable dans les occupations et dans les besoins. Et c'est un marqueur, je trouve, assez intéressant aussi de la diversité des pratiques artistiques. Pour certains, il est fondamental, c'est un sine qua non, je pense à toi, Marc, mais à d'autres également. Pour d'autres, c'est donc ce besoin intermittent dont tu fais partie, Olivier, que tu portes, Olivier. Je voudrais, Marc, que tu nous présentes ton travail et que tu nous expliques un peu ta manière de travailler à l'atelier, son rôle, comment historiquement tu as eu un puis un autre, qui t'a aidé dans ta recherche d'atelier. Je travaille dans un atelier depuis, ça fait 25 ans à peu près que je suis installé dans l'atelier que j'occupe aujourd'hui. C'est un lieu qui, comme souvent aujourd'hui pour les artistes, n'était pas destiné à être un atelier au départ. Au départ,
sont des locaux commerciaux qui ont été réunis en un seul espace. Je tiens d'ailleurs à préciser que à l'époque, j'ai donc dû faire ces travaux et que j'ai bénéficié d'une subvention de la DRAC à l'époque, puisque j'étais acheteur de ces locaux. Et donc, il y avait une aide à l'installation d'ateliers. C'est-à-dire, si on achetait l'atelier, si on était propriétaire, on pouvait effectivement avoir une aide financière pour financer les travaux. Et je dois dire que bon, ça a été bienvenu et ça a été assez appréciable. Voilà. Et donc c'est un lieu qui est pas où je passe beaucoup de temps, beaucoup de temps, parce que j'ai donc un travail pictural, voilà, mais très basiquement pictural, hein, c'est-à-dire de la toile, voilà, avec des couleurs dessus et puis tendue sur des châssis de différents formats. Donc il y a une part quand même artisanale dans ce travail, c'est-à-dire que je suis pas... il y a l'histoire du montage des châssis, l'histoire de la tension des toiles, que je fais encore moi-même, et qui est... ce que je veux dire, c'est qu'il y a des phases plus ou moins mécaniques, plus ou moins... Il y a des moments où on est plus... comment dire, pas motivé, mais pris par ce que l'on fait. Et il y a aussi ces phases plus techniques, mais qui ont aussi leur nécessité, parce que d'une certaine façon, tendre de la toile comme ça me détend d'une certaine façon aussi, hein, sans vouloir faire des jeux de mots idiots, mais c'est un peu de cet ordre-là. Enfin, je veux dire, c'est un tout. Et voilà. Et donc mon atelier, il n'a pas de charme particulier. C'est vraiment un lieu de travail. Il est fonctionnel pour moi. Il a un espace qui m'est suffisant, qui me permet de développer vraiment dans tous les formats que je veux les tableaux. Voilà. Merci. Je reviens sur le cas de Alice Marie. Juste pour approfondir un tout petit peu, si tu peux nous présenter ton travail. En fait, pardon, mais Marc, tu ne nous as pas tellement dit ce qu'il y a sur ces toiles tendues sur châssis. Il y a un peu des choses. Oui, c'est une peinture qui est plutôt axée sur la représentation de lieux, d'espaces, qui sont traversés par différents types de figures, traversés ou pas d'ailleurs. Et qui prend en compte, enfin, je pense que c'est un travail qui prend en compte en fait les difficultés de perception, c'est-à-dire comment nous sommes limités par notre position physique, par notre propre corps, et aussi le corps est le metteur en scène de nos perceptions. Et donc voilà, c'est une peinture qui prend un peu en compte une forme de perception lacunaire du monde. C'est-à-dire, c'est pas une vision surplombante, c'est une vision qui est englobée et qui tient compte de cet englobant et de la façon dont finalement les choses peut-être nous surplombent plus que nous ne les surplombons. Merci de cette belle définition. Donc, je reviens comme premier à toi, Alice Marie Martin. Donc, on a vu que tu avais intégré un collectif, un atelier. Enfin, je vais te laisser trouver la bonne appellation. Et je voudrais nous voudrions comprendre un peu cette organisation collective, comment ça se passe et ce qu'elle apporte à ton travail. Et tu nous présenteras ton travail. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai intégré cet atelier collectif en 2020. Et donc, c'est un atelier dans lequel on est 16 personnes. On n'est pas que des artistes, il y a aussi des artisans, artisanes, designeuses et un architecte. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cet atelier, c'est le fait d'avoir plusieurs métiers. Et du coup, il y a une circulation des savoirs, des savoir-faire, et il se trouve qu'il y a beaucoup de coopération et d'échanges qui se font de manière informelle, et aussi des collaborations de travail qui se formalisent dans cet atelier. Et donc, l'atelier existe depuis maintenant 15 ans, il me semble.
Moi, au moment où je suis arrivée, ça faisait une dizaine d'années, donc c'était aussi plaisant d'arriver dans un endroit qui avait déjà son organisation, sans que ce soit une organisation pyramidale. Enfin, en fait, c'est vraiment une organisation collégiale. On a tous et toutes une voix dans l'organisation de l'atelier à tous les niveaux, que ce soit pour l'organisation des espaces, les demandes de subventions, les expositions, enfin... tout le monde peut prendre la place qu'il et elle souhaite dans ce lieu et s'investir en fonction de ses possibilités. Donc voilà, cette organisation m'a beaucoup plu et en fait le fait aussi de penser, d'être dans une organisation collective et de penser pour le collectif, je trouve ça vraiment très intéressant. Merci, on va revenir là-dessus dans la table ronde suivante avec Xavier Julien qui va modérer des personnes en collectif. Et ton travail là-dedans, il y a une dimension aussi collective. Oui, oui. Moi, dans mon travail, j'ai mon travail individuel qui est assez pluridisciplinaire. Donc, je fais de l'installation, du volume. Je travaille beaucoup le textile en ce moment, et je fais aussi du dessin et j'écris. Donc, voilà, cette pratique pluridisciplinaire qui peut aussi, qui peut être de très grands formats, ça nécessitait vraiment un espace de travail, donc c'est aussi ce qu'offre l'atelier. J'ai aussi une pratique collective, donc je fais partie de 2 collectifs d'artistes, donc un collectif qui s'appelle Publicity qui est lié à l'atelier, et un autre collectif qui s'appelle Belle de Nuit, qui est plutôt basé à Nantes, mais en fait on travaille un peu partout. Donc voilà, que ce soit dans l'organisation du quotidien avec l'atelier ou dans mon travail, dans ma pratique, la notion de collectif, elle est vraiment très importante. Merci. Olivier, on a un peu évoqué tout à l'heure on va dire tes réflexions à dimension politique. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton travail, s'il te plaît ? Oui. Moi, c'est un travail. En fait, il y a 2 pôles. Il y a un pôle de dessin et d'écriture et de carnet, donc d'éléments comme ça qui circulent très, je veux dire, presque quotidiennement, qui reviennent régulièrement, que je travaille à la table, donc pour lequel j'ai pas besoin d'un très grand atelier. Et puis après, il y a l'autre pôle du travail qui est la question de l'espace, comment les choses que je cultive dans le carnet viennent rencontrer à un moment un espace, avec justement des grandes ruptures d'échelle, comment un tout petit dessin va arriver dans un très grand espace, et toutes les questions que ça pose sur la monumentalité par rapport à l'intimité, toutes ces questions-là sont inhérentes à cette réflexion. Et puis après, en filigrane de tout ça, il y a un rapport, on va dire, entre l'écriture d'un côté, donc le dessin, et la peinture de l'autre. Moi, je ne me considère pas vraiment comme un peintre, je me considère plutôt comme un dessinateur, vraiment. Mais il se trouve que j'utilise de la peinture, donc on va dire que je fais de la peinture. Mais voilà, je pense que j'utilise la peinture d'une certaine façon qui passe par la question du dessin. Et donc, du coup, les questions d'architecture, de construction, d'utopie, de projection, donc forcément des questions de cinéma. Toutes ces questions-là traversent le travail, mais à chaque fois avec cette espèce de bipolarité, on va dire, entre l'écriture, on va dire un récit permanent de choses comme ça que je note dans les carnets. Et puis après, tout d'un coup, la possibilité de les développer dans des espaces qu'on me confie, qui peuvent être tout petits, très grands, mais qui peuvent être aussi des espaces que je construis, que j'invente carrément. Voilà. D'où la notion quand même de projet, mais aussi de petits besoins spatiaux pour le travail au quotidien. Je vais aborder maintenant une autre question importante pour décrire une vie d'artiste, c'est comment on gagne sa vie. Donc la plupart d'entre vous doivent travailler à côté de leur travail créatif. Enseignement pour un bon nombre, mais pas tous, ici sur ce panel, éducation artistique et culturelle,
montage d'expositions, par exemple, et de nombreux autres jobs. Je voudrais un petit peu creuser la question qui se généralise beaucoup de la résidence et de l'appel à projet maintenant. Et je voudrais me tourner vers toi, Yveline, parce que y a ce micro est là. Voilà. Tu travailles dans le domaine de la photographie, Yveline Loiseur, et la question de la résidence ou de l'appel à projet est un peu plus ancienne en photographie, un peu plus structurante encore. Donc, présente-nous ton travail et comment ça se passe pour gagner sa vie. Alors pour peut-être rebondir aussi sur ce qui a été dit, j'ai aussi un atelier, mais collectif, que sur les pentes de la Croix-Rousse, que je partage avec Pascal Poulain, Meng Zizhen qui va bientôt partir, Blandine Lamotte, Guillaume Lemoine, mais qui pour moi, du fait de ma pratique qui est surtout photographique, qui est utilisée de manière particulière et pas tellement pour travailler, mais plutôt pour des questions de stockage qui sont maintenant très très récurrents et importants, et puis aussi pour recevoir à l'atelier, puisqu'on a une pièce blanche qu'on utilise pour recevoir des personnes qui souhaiteraient voir le travail. J'ai aussi un poste d'enseignement à l'université Lumière Lyon 2 où je travaille avec les étudiants autour des pratiques photographiques. Et puis c'est vrai que dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la photographie, la question de la résidence et aussi des appels à projets est quelque chose, effectivement, tu le disais Françoise, qui est assez ancien, qui est porté par un réseau particulier, qui est un réseau photographique qui est très structuré en France. Je pense notamment au réseau Diagonal, qui est un réseau qui fédère une trentaine de centres de photographie en France, qui sont en fait des lieux à la fois d'exposition, de production, qui sont parfois aussi des maisons d'édition. Et ces centres de photographie accompagnent beaucoup les photographes et les artistes visuels dans des résidences. Ça a été le cas pour moi, par exemple, pendant 3 années avec le Centre photographique de Marseille, où j'ai travaillé donc autour du question du grand ensemble et de la question d'habiter. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, c'est lié au fait qu'il me semble que la photographie aussi est à cheval, en fait, entre la fabrication de formes artistiques, mais aussi les sciences humaines et les sciences sociales. Et c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement. Et on y reviendra peut-être après, mais c'est pour ça aussi que j'ai travaillé à plusieurs reprises avec cet éditeur lyonnais qui est 205, qui est particulièrement intéressé par ces choses-là. Et puis les appels à projets, peut-être pour rebondir sur ces questions d'appels à projets et de commandes publiques, peut-être que le lien pourrait être fait avec ce qu'on a pu entendre en début d'après-midi, avec notamment Marianne Omiridis, avec laquelle j'ai travaillé sur une commande publique qui s'est installée sur la barre 110 à la Duchère, avec un travail avec des habitants qui a donné lieu à la fabrication les habitants disaient une fresque, en réalité c'était de la photographie, mais ça avait cette allure malgré tout de grands portraits qui faisaient 2,50 m de haut, donc qui s'installaient sur la façade de l'immeuble et qui constituaient comme ça des cariatides. Donc voilà, je pense que effectivement ce travail autour de la photographie amène à beaucoup travailler dans le cadre de résidences, aussi parce que pour moi la photographie c'est aussi cette question de regarder
Et regarder, c'est aussi, il y a des jolis textes de notamment Jean-Luc Nancy sur ces questions-là, le regard du portrait, où c'est garder deux fois, c'est préserver, c'est avoir des égards, de l'attention. Et ces résidences, ça me permet aussi de travailler en collaboration, en coopération avec des personnes. Et je suis particulièrement attachée à ces questions-là de participation et de collaboration. Donc finalement, on peut dire que l'un des critères pour toi va être de choisir des appels à projets où il y a une durée possible, une imprégnation, une appropriation pour toi d'un territoire ou d'un sujet. Est-ce que tu travailles aussi en dehors de ce cadre de commande? Oui, tout à fait. En fait, ma pratique photographique pourrait se composer finalement des deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire que j'ai à la fois un travail assez méditatif autour de la mémoire. Donc, je travaille depuis une vingtaine d'années au sein de mon cercle familial élargi, autour de la mise en scène, autour de l'enfance, plus récemment autour de la vieillesse, de la disparition. Et en écho, je pars aussi au contact du monde et je travaille par exemple en ce moment en lien avec 7 heures des fleuries qui constitue une série autour de la vieillesse dans un hôpital à Valence où je travaille dans un service de gériatrie longue durée qui est en fait la dernière maison de ces personnes âgées. Et se rejouent autrement ces questions-là abordées dans la sphère plus intime, on va dire. Merci. Jeanne, je voudrais t'interroger sur la question de la résidence parce que tu es diplômée depuis peu de temps et tu as exprimé une certaine déjà saturation des résidences. Autrement dit, la résidence est aussi un peu le passage obligé si on veut survivre comme artiste quand on est tout jeune. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de selon toi, l'évolution de la posture de l'artiste entre la génération, on peut le dire, de ton père, Marc Choppy, qui travaillait sans contrat, souvent gratuitement, enfin en tant qu'artiste, j'entends, et puis ta posture à toi. Tu peux nous l'exprimer en nous présentant ton travail pour qu'on comprenne bien. Ok. C'est une grosse question. J'ai un travail qui est pluridisciplinaire. Je fais de l'installation, je fais aussi des films. Là, je suis en train de préparer un film qui va être financé par l'ADAMI avec ma casquette de chorégraphe et danseuse-interprète. Donc ça, je l'ai déjà dit, je m'occupe d'un lieu d'art contemporain pour lequel je fais les commissariats d'exposition et la programmation. Et je l'ai pas dit, mais je suis aux ateliers du Grand Large. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Je suis aux ateliers du Grand Large. Voilà, c'est des ateliers qui sont à Gerland et qui sont pour les diplômés de la région Aura. Depuis 2 ans, j'y suis. Voilà, ça c'était pour la petite présentation. Et cette question de la résidence? La question de la résidence, oui, en fait, je me questionne un peu sur ces résidences qu'on offre aux artistes, où on va être un peu, peut-être, sans cesse ballotté, tout le temps à devoir se déplacer pour de longues périodes. Ça pose question quand même des loyers, du loyer de l'atelier. Doit-on lâcher son atelier pour le déplacer ailleurs pour une courte durée, 3 mois, 6 mois? Doit-on déménager? Que fait-on de ses affaires? Que fait-on de son stockage? Que fait-on de ces pièces qu'on a produites? Est-ce qu'on les jette puisqu'on n'arrive pas à les vendre peut-être? Est-ce qu'on les garde? Voilà. Et je trouve que de plus en plus on va demander aux artistes, on va proposer aux artistes ce format de résidence, et où souvent d'ailleurs pendant ces résidences vont nous être proposés des projets EAC qui vont eux être mieux payés. Éducation artistique et culturelle. Pardon, des projets en éducation artistique et culturelle qui vont eux être souvent mieux payés que le projet d'exposition lui-même, ce qui quand même est assez
peut-être problématique pour nous, les artistes. Moi, en sortant d'école, j'ai tout de suite vu qu'en fait, là où j'allais pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir manger, payer mon loyer et vivre, c'était dans les projets d'éducation artistique et culturelle en premier, et pas du tout pour des projets d'exposition ou même de projets de curation. Là, je me suis un peu perdue. En fait, tu as une exigence qui semble en fait normale quand on l'entend énoncer, c'est d'avoir un contrat lorsque tu travailles et d'être rémunéré. Mais c'est une exigence énorme en matière artistique. Oui, j'ai dit, pendant qu'on préparait cette table ronde, j'ai dit à Françoise, je refuse maintenant les projets d'exposition pas payés. Et après, j'ai enchaîné en lui disant, je viens d'en accepter un tout à l'heure. Donc il devait y avoir un motif supérieur. Voilà, j'essaye de refuser les projets d'exposition non rémunérés, les projets de curation non rémunérés, parce que donc je suis 100% artiste, j'ai pas de travail rémunérateur, salarié à côté, si ce n'est que je donne des ateliers de design de mode à l'université de Clermont-Ferrand depuis 2 ans. Mais pour moi, c'est pas vraiment un travail rémunérateur. Enfin, si ça l'est, mais c'est pas un travail à côté. Ça fait partie de ma pratique de plasticienne. Et donc oui, avec le basculeur, j'essaye de vraiment encadrer l'invitation que je vais faire aux artistes, avec des contrats, avec vraiment d'essayer d'être au plus juste dans comment fait-on quand un lieu invite un artiste pour qu'il n'y ait aucun problème, donc que les œuvres soient assurées, que tout ça soit encadré. D'assurer une éthique de travail. Voilà. Et quelque chose de un peu durable et légal. Ça semble extraordinaire. Alors le ça semble logique. C'est le centre d'art dans lequel tu es curatrice à Revel-Tourdan dans l'Isère. Je précise. Il y a cette question quand même qui tourne autour de nous comme une mouche, la question de la continuité des revenus. Ça a été beaucoup évoqué au fil des 2 journées, c'est-à-dire que l'artiste doit gagner sa vie en dehors de son art, et lorsqu'il a un projet d'artiste, il doit le faire bénévolement en plus. Et il y a quand même des projets un peu à l'échelle nationale d'évolution de ce statut. Et je demanderais à toi, Laurence Catala, avant de nous présenter ton travail, c'est peut-être un petit apport technique et politique que tu pourrais nous faire, parce que tu es un peu plus au courant que nous tous. J'accepte le rôle de technicienne du social pour quelques minutes. Mais je peux quand même dire une chose, pas sur mon travail encore, je le ferai un peu plus tard, même si je vois qu'il défile à l'écran. Mais sur mon parcours, par rapport à la sortie de l'école, enfin j'y ai pensé quand vous en parliez, puisque moi j'ai étudié à l'École nationale des beaux-arts de Paris, qui est une institution dans tous les sens que revêt l'institution, c'est-à-dire qui peut être aussi un petit peu pesante quand on se projette dans la vie professionnelle artistique. Et je me suis rendu compte par rapport à cette question que tu poses du statut des artistes, Françoise, que forcément l'institution transmet quelque chose, plein de choses, et notamment des modèles de ce que peut être l'artiste. Et que au Beaux-Arts de Paris m'a été transmis un certain modèle d'un artiste qui a un peu un statut d'exception. Enfin, historiquement, l'idée que l'artiste serait un peu à part dans le travail, justement, dans le monde du travail, dans la société. C'est aussi quelqu'un qui travaille seul parfois dans son atelier. Enfin, on a un peu cette image-là, ce regard-là, d'individus, de figures individuelles artistiques très fortes qui parcourent l'histoire de l'art. Et il y a aussi le modèle capitaliste, bien sûr, parce que quand vous êtes étudiant et jeune artiste, il y a l'idée de s'insérer dans un marché, de se professionnaliser, et ce marché, ce modèle vous est transmis sur aussi des questions de concurrence. C'est un marché très concurrentiel.
Et au final, aux Beaux-Arts de Paris aussi, quelque chose d'assez d'assez bourgeois, un modèle un peu bourgeois de l'artiste. Et puis, ça s'est entrechoqué dans mon parcours avec la question du travail, vous en avez parlé un petit peu, ce qu'on appelle les travaux alimentaires. C'est un terme assez drôle. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, quand vous êtes artiste, que si vous travaillez autrement que comme artiste, vous allez faire d'autres choses, et notamment du travail salarié. Petit à petit, j'ai connu autre chose que des petits boulots et aussi des activités d'atelier avec les enfants, etc., en devenant enseignante en école d'art. Et là, j'ai aussi découvert ce que c'était le salariat de base, comme connaissent beaucoup de gens. Et ce que c'était aussi, et ça c'est intéressant aussi, un collectif de travail. Et c'est peut-être pour ça que j'en suis arrivée à me poser des questions un peu plus politiques sur le statut des artistes. Et cette évolution qui était un peu personnelle s'est fait parallèlement à une évolution collective qui a eu ces dernières années en France sur cette question de continuité de revenus. C'est une expression des militants qui travaillent là-dessus, en fait, pour tout simplement parler du régime général du chômage, de l'assurance chômage, système dans lequel les artistes ne sont pas inclus. En tout cas, les artistes auteurs, c'est-à-dire les créateurs, contrairement à d'autres artistes, on pourrait parler des interprètes, donc les intermittents du spectacle, qui est un peu le modèle de cette idée de ce projet, parce qu'en fait, il y a une proposition de projet de loi d'une continuité de revenus, donc d'un chômage pour les artistes plasticiens, pas seulement les plasticiens, tout type d'auteuristes, en fait, des photographes, des chorégraphes, des écrivains, enfin, c'est beaucoup de métiers, en fait. Et tout ça, en fait, moi, je l'ai compris petit à petit grâce à un travail très pédagogique qu'ont fait les militantes et les militants qui ont travaillé là-dessus et qui font un énorme boulot depuis plus de 10 ans, en fait, pour que cela devienne vraiment un projet de loi, possiblement qui arrive jusqu'à l'Assemblée nationale et au Sénat. Lors d'une conférence ici à Lyon, à la Bourse du Travail, par l'un de ces militants qui s'appelle Aurélien Catin, j'ai compris un peu plus l'histoire. J'ai refait l'histoire en fait du statut des artistes auteurs, puisqu'ils ont expliqué, ils ont parlé du fait que tout ça remonte à la Révolution française. Que à la Révolution française apparaît peu à peu ce qu'on appelle le droit d'auteur et le fait d'être rémunéré par la vente des œuvres par des droits d'auteur. Et donc en fait les artistes vivent des droits d'auteur et vivent aussi de systèmes d'aide, on l'a dit un petit peu, de bourses, de prix et autres, mais tout ça, ça crée une double dépendance. Dans le pire des cas, ils vivent aussi de minima sociaux. On n'a pas encore parlé de situation de pauvreté, mais elle est réelle chez les artistes plasticiens. Et cette dépendance a donné envie à des gens de se mobiliser collectivement très fortement et de dire pour sortir de cette dépendance, il faut une continuité de revenus. On ne peut pas être dans une instabilité où à un moment on gagne de l'argent, même d'ailleurs quand on en gagne beaucoup d'un coup. Si on n'en gagne plus du tout sur une autre période, eh bien, on est fragilisé. Et on n'a pas, contrairement au monde entier du travail, on n'a pas le minimum de la protection sociale de tous les travailleurs heureuses de ce pays. Donc, pas de couverture pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, etc., etc. J'accélère un peu, je veux pas être trop long, mais c'est juste pour dire que ce projet il existe, qu'il est porté par des gens et que là où c'est très intéressant, c'est qu'il a permis une sorte de fédération, de mouvement de fédération des artistes dans une interorganisation entre plein de syndicats, des collectifs autonomes, plein de gens en fait, et que est apparu une sorte de mouvement collectif
pour essayer de faire avancer. Tu nous donnes le nom peut-être Alors, on l'appelle l'interorganisation, petit nom interorga, mais elle comprend des militants de syndicats artistiques, du SNAP, CGT, du STAD, de collectif, du Massico, du collectif La Buse, plein de gens. Et aussi des syndicats issus de travailleurs des écoles d'art. Travailleurs et travailleuses des écoles d'art. Donc les écoles d'art et les profs ont été très actifs dans ce truc. Voilà. Merci Laurence, merci beaucoup. On parlera de ton travail tout à l'heure. Là, c'était un peu rêche comme entrée en matière. Excuse-moi, mais on en avait parlé auparavant. Je voudrais passer à la question quand même cruciale de la diffusion, montrer son travail. C'est quand même un peu le but de tout ça. Et on reviendra aussi aux questions économiques. Donc, on revient à Lyon. L'écosystème lyonnais est assez riche de petits et moyens centres d'art contemporain. Il est riche d'institutions et de grands événements type biennale, qui est quand même quelque chose aussi de très marquant dans la vie, dans le rythme de la vie culturelle. Et puis, il y a aussi dans notre ville et région d'assez nombreuses collections publiques de tailles différentes. Je voudrais signaler que, outre on pense tout de suite au présent musée et à l'Institut d'art contemporain, mais il y a aussi le réseau des artothèques qui ont un pouvoir d'achat et qui dialoguent vraiment et qui achètent des œuvres aux artistes, donc qui remplissent aussi une partie de toute cette interaction qui est importante pour tout le monde, pour nous comme pour les artistes. Je vais aussi évoquer les réseaux qui sont des choses que le rapport Bettenot, qui je ne sais pas s'il aura une suite étant donné la succession des ministres de la Culture, mais l'une des conclusions principales du rapport Bettenot, c'était de dire que les réseaux existent, mais qu'il faut les renforcer. Et c'est une façon de, indirectement, aider, soutenir les artistes. Alors, les réseaux que je peux nommer, c'est ACRA, donc un réseau régional qui s'occupe de tenir de manière rigoureuse un calendrier des événements artistiques et qui fait également tout un plan de formation pour les artistes, un plan de formation gratuit qui va depuis les questions administratives d'aide à la facturation, à la prise en compte des statuts, jusqu'à des ateliers de présentation du travail ou de rencontres avec des curateuristes, par exemple, ou des galeries qui ne seront pas les galeries locales. Voilà, donc beaucoup d'opportunités. J'ai aussi à l'esprit Document d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le réseau également chéri par tous les artistes qui ont la chance d'en faire partie, puisque c'est obligatoirement limité en nombre. Mais je voudrais venir maintenant à l'aspect plus économique du marché de l'art, c'est-à-dire les galeries, et t'interroger, Marc, puisque tu es parmi nous, je crois, l'un des deux qui est dans des galeries, dans deux galeries. Et donc, comment ça se passe avec tes galeries au niveau du dialogue curatorial, de ta représentation, par exemple, sur des foires? Je voulais aussi t'interroger sur la liberté. J'imagine, voilà, je ne sais pas si c'est une question ou pas dans tes relations avec eux. Et si ça t'apporte d'autres relations professionnelles avec des critiques, des curateuristes, des opportunités d'édition de livres. Voilà. Pour aborder tout de suite la question de la liberté, je pense que tu l'entendais sur un plan, c'est-à-dire qu'il y aurait une contrainte éventuellement J'ai entendu parfois des gens qui disaient que la galerie avait besoin d'objets vendables, par exemple, en termes de taille. Tu vois. Oui, non, mais je vois, et c'est vrai qu'on peut, oui, il y a des anecdotes, effectivement, de ce genre. Alors, bon, ça, on me croit ou pas, mais moi, personnellement, j'ai pas eu affaire à ça dans mon expérience et parcours personnel. Mais voilà,
voilà. Donc après, sur la durée, moi, j'ai commencé à travailler avec une galerie en fait assez tardivement, puisque j'avais, enfin tardivement, c'est relatif, mais j'avais 35 ans. Donc il y a des artistes qui sont à 25 ans, ils travaillent déjà, bon, ils sont et ça a été un processus assez long. Avec cette galerie, j'ai travaillé avec cette galerie pendant une vingtaine d'années. Et ça a été une relation. Alors, c'était une galerie qui était à Paris, qui s'appelait la Galerie Zurcher, qui était tenue par un couple dont, malheureusement et tristement, le mari est décédé il y a quelques années. Ce sont des gens avec lesquels alors, j'ai eu de la chance là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont des difficultés quand même, c'est vrai, soit à trouver une galerie, soit à entamer une vraie relation de confiance qui puisse se faire sur la durée, parce que c'est quand même le but, un partenariat, quoi. Et mais j'ai eu là, on va dire, ça s'est bien passé. Je me suis bien entendu avec eux. Et il y avait une forme de réciprocité, et voilà. Donc et ça a duré très longtemps. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec une autre galerie qui était en Allemagne, qui est la galerie Egenhardt. Et petit à petit, ça faisait 20 ans que j'étais avec Zurcher, donc on a arrêté d'un commun accord. Et là, j'ai eu une autre galerie à Paris, qui est la galerie Le Long. Et les deux galeries, on va dire qu'elles se complètent, hein, l'allemande et la française, voilà. Elles sont. Alors après, tout ça reste assez aléatoire, et on va dire qu'il y a des hauts et des bas. Et voilà, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Une galerie, ce qu'on demande à une galerie, c'est effectivement qu'elle fasse une représentation, Alors, ça passe quand même avant tout par la vente. En premier, et donc ça c'est pas toujours, on vient d'en parler, c'est pas un phénomène régulier, c'est pas un phénomène stable, même on va dire dans les bonnes périodes. Donc ça peut créer aussi parfois des tensions, ça peut créer, enfin voilà, c'est un partenariat qui se fait sur la durée, dans une relation humaine. Mais qui a ses particularités, ses difficultés, aussi ses anecdotes. Voilà. Mais tu disais, c'est important à entendre, que c'est certes un revenu, mais irrégulier. Oui. Donc oui, on retombe encore un peu sur ces questions-là. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non. C'est bon. Je voulais maintenant parler d'une autre des galeries qui sont à Lyon, qui font un travail important, qui ont toutes leurs identités très fortement marquées. Yveline, tu es représentée par la galerie Françoise Besson. Qu'est-ce que cette galerie t'apporte ? Françoise est présente. Cette galerie t'apporte d'avoir ta galerie sur le territoire où tu vis. Quel est le dialogue curatorial, les rencontres, les stimuli divers que te procure cette relation avec la galerie ? Alors, je pourrais dire en premier lieu que c'est une aventure récente, mais qui est pleine de générosité et de liberté. Ça, c'est une première chose. Donc récente depuis 2023, mais qui a déjà produit beaucoup d'effets et beaucoup de choses, à savoir par exemple une participation à un salon de photographie à Marseille qui s'appelle Polyptyque et qui a lieu en même temps que Artorama et Pareidolie, donc où on a pu avoir une grande visibilité, et c'était particulièrement intense en rencontre notamment. Donc ça, c'est vraiment cet accompagnement dans des
dans des foires ou des salons. Ça peut être aussi des acquisitions. Donc, le CNAP a acquis donc grâce à Françoise 5 œuvres donc en 2023 qui sont entrées donc dans les collections du CNAP. Donc ça aussi c'était vraiment quelque chose d'assez merveilleux et assez émouvant. Et puis c'est aussi une exposition donc qui a eu lieu l'an dernier, qui retraçait une vingtaine d'années de mon travail, qui s'appelait Les formes de l'attention, que vous avez pu peut-être voir là dans les images qui passent à l'écran, avec un commissariat de Michel Poivert. Donc c'est quelque chose qui m'a été offert, cette idée de faire appel à un commissaire d'exposition pour commissarier l'exposition, mais aussi pour écrire le texte du catalogue. Et on a pu faire un très bel ouvrage en obtenant donc une aide à l'édition du CNAP. Donc sur ces 2 premières années, on peut dire que voilà, la collaboration est particulièrement heureuse, autant d'un point de vue artistique que d'un point de vue humain. Donc voilà. Merci. Je vais devoir un petit peu limiter la portée de la question qui suivait, mais je voulais quand même signaler que tu parles souvent des relations d'un autre professionnel à tes côtés, important en photographie, c'est l'éditeur de livres. Donc si tu peux en 2 mots nous parler de cette relation, et on en parlera également avec Laurence. Oui, alors l'édition, pour finir très très vite sur les formes de l'attention, donc je voulais juste saluer le travail aussi de Lucie Comero, qui était donc la graphiste avec laquelle j'ai travaillé dans le cadre de cette édition, qui a été publiée donc par la galerie Françoise Besson, et par ricochet, saluer aussi tout le travail extrêmement important pour moi. C'est une toute petite parenthèse concernant le travail de document d'artiste. Voilà, qui a été un accompagnement assez important dans mon parcours d'artiste depuis un certain nombre d'années. Pour finir sur les éditeurs, j'ai travaillé à 3 reprises avec les éditions 205 à Lyon, à savoir un premier livre qui s'appelle Florence et Henri, qui est un livre entre le livre pour enfants et le livre d'artiste, qui est un ouvrage autour de la révélation d'une image et le travail dans un laboratoire photographique. J'ai travaillé aussi avec 205 dans le cadre d'une restitution de résidence d'artistes à l'hôpital. Lointain intérieur, qui est un ouvrage un peu particulier, qui cherchait à rejouer beaucoup de choses sur lesquelles j'avais travaillé à l'hôpital, sur la disparition, etc. Et puis pour finir, Claire Vivre, qui est un travail que j'ai mené dans le cadre d'un soutien à la photographie documentaire du CNAP, autour du geste professionnel dans un ESAT. Voilà. Merci beaucoup. Claire Vivre, un magnifique projet. Les gens pourront t'interroger ou trouver ça sur Document d'artiste. Laurence, tu vas enfin pouvoir nous parler de ton travail, qui est quand même lié beaucoup à l'écriture et la littérature. Et toi aussi, pour toi aussi, l'éditeur et l'édition sont des interlocuteurs importants. Oui, donc j'ai un travail qui articule en fait, enfin qui crée une relation, une tension entre l'art et la littérature, avec l'idée de travailler même la littérature dans l'espace de l'exposition, parfois aussi dans des espaces publics et dans des espaces éditoriaux. Qui peuvent être imprimés, qui peuvent être le livre bien sûr, mais aussi d'autres objets imprimés, des affiches, des estampes, et parfois des formes de publication aussi plus vivantes, performées, des formes aussi de lecture, voire même d'écriture ou de montage ou de graphisme en direct.
On n'a plus en d'images public. pour éventuellement. Ouais, il y a plus. regarder. On a Je plus sais pas diaporamas. comment. Si quelqu'un peut nous dépanner. Mais ouais, il paraît qu'il faut pas trop qu'on touche, au risque de tout faire disparaître. Et ouais, donc les livres en fait sont très souvent au cœur du travail, soit comme des objets, des images. L'image du livre en fait est très présente, mais aussi comme des productions. Enfin, j'ai publié en fait un premier livre là pour le coup vraiment de littérature il y a assez peu de temps, enfin l'année dernière, et il y a eu toute une évolution de mon travail plastique se tissant comme ça avec l'écrit, avec le dessin et avec l'installation. En fait, il y a tout un travail dans l'espace d'installation de ces formes très textuelles et entre dessin et écriture comme ça. Assez naturellement, vu que je suis quelqu'un qui lit et qui écrit un peu tout le temps et qui dessine, je suis arrivée finalement à écrire un livre de fiction, mais qui était lié à des installations que j'avais montrées dans plusieurs expositions, que j'appelle les versions, et où il y a une sorte de représentation comme ça d'une double page de livre, et à l'échelle de notre corps, et donc il y a quelque chose presque qui est dit dans la forme du corps en train de lire, mais pas forcément seul, avec son livre dans un lit ou je ne sais où, mais à plusieurs, et presque de façon orale. Et pour revenir sur Lyon et les éditeurs, les éditrices, j'ai pensé à quelques travaux. J'ai pensé déjà à un lien avec un lieu que j'aime beaucoup, qui est l'Urdla, à Villeurbanne, et qui est un centre d'art, mais un centre d'art éditeur, qui édite avec les artistes des estampes, des gravures, des lithographies, mais pas forcément, en n'invitant pas forcément d'ailleurs des artistes venant du tout de la gravure ou même du dessin. Ça peut être des sculpteurs, des performeurs, toutes sortes d'artistes. Et j'ai été invitée en résidence il y a déjà assez longtemps. J'étais active aussi dans le lieu. J'ai été longtemps dans le conseil d'administration. Donc j'ai un peu suivi la vie de ce lieu aussi et des problématiques éditoriales, artistiques, économiques, etc. Et on a pu faire une expo, une performance en public aussi là-bas. Et pour citer juste l'éditeur du livre, c'est les éditions Sombre Torrent, qui est un petit éditeur en Bretagne. Magnifique livre qu'on trouve chez Loïc à Codilat, je crois. Ouais, dans des librairies ou en commandant sur le site. Merci beaucoup. On voulait un petit peu évoquer les réseaux qui sont donc tellement importants. J'ai présenté très rapidement Accra. On va maintenant parler de documents d'artistes avec son président, Olivier Notelet. Oui, document d'artiste, c'est hyper important, c'est sûr. Mais parce que je pense que ça suit complètement ce qui constitue, je pense, le travail de Laurence, c'est-à-dire que moi, quand j'ai accepté la présidence, c'était aussi parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup de voir à quel point, et il me semble qu'on l'a vu là dans ces 2 jours, les choses disparaissent, les artistes disparaissent, leurs travaux disparaissent, on ne voit plus tout d'un coup. Ah oui, il y avait ça, tiens, oui, voilà. Et donc, du coup, moi, j'insiste toujours beaucoup sur le fait que Documents d'artistes, pour moi, c'est avant tout un projet éditorial. C'est vraiment un projet de constitution d'une mémoire de ce qui se fait, tout en étant vivant. Bien sûr, c'est pas du tout forcément complètement tourné sur le passé, mais c'est de montrer aussi que avec le numérique, encore plus, les choses disparaissent très vite, mais qu'on peut quand même utiliser le numérique pour faire en sorte que les choses restent. Donc il y a une stratégie à avoir par rapport à ça. Et puis après, je pense que oui, c'est génial le document d'artiste, parce que c'est pour des artistes la possibilité d'avoir un dossier mis à jour. Voilà. Alors, je complète un réseau à l'échelle de la France, bien sûr, de tous les documents d'artistes régionaux qui existent, et des actions
qui notamment peuvent permettre des rencontres de commissaires entre régions, des meet-up, Voilà. c'est-à-dire invitation de commissaires dans des ateliers d'artistes qui peuvent être en Haute-Savoie ou au fin fond de... Alors pas la Corrèze, parce que c'est pas en Auvergne-Rhône-Alpes, mais loin. Et là où vivent des artistes et qui ne voient pas souvent des professionnels. Je te laisse continuer. Alors, si tu penses qu'on a fait suffisamment la présentation de documents d'artistes? Oui, je pense. Je pense aussi, puis voilà, je vous irez voir. n'imagine même pas que les gens qui sont là ne connaissent pas le document d'artiste. Écoute, il peut y avoir des gens qui ne connaissent pas. Non, mais je plaisante évidemment. Et en tout je cas, voulais... si vous ne connaissez pas, allez voir, parce que pas seulement celui de notre région, mais celui des autres régions, parce que c'est quand même, c'est vraiment un projet c'est un beau projet et très, je pense très très utile. Et un outil importantissime pour les professionnels. Exactement. Je voulais dire que dans notre préparation, j'ai rajouté, hors temps de dialogue, par écrit, une question supplémentaire pour chacun, chacune, à laquelle ils ne peuvent pas se soustraire, parce que nous avons abordé les difficultés quand même de ce métier. Et je leur ai demandé que, malgré les écueils, la précarité, la double activité professionnelle, vous êtes ici et vous êtes artiste. Et je voulais vous demander, qu'est-ce qui rend votre vie d'artiste désirable? 30 secondes chacun. La liberté, alors, pour moi, c'est le seul argument absolu, la liberté totale. Ouais. Je dirais aussi le temps pour faire des choses et faire au sens vraiment du faire, puisque tu disais ça disparaît, mais je trouve aussi qu'on perd le contact avec pas mal de choses et qu'être artiste, ça permet de bricoler, fabriquer, c'est génial. Voilà. Moi, je dirais l'ouverture et les rencontres, le fait que, en fait, on soit amené à croiser plein de personnes au fil de notre parcours qui partagent des problématiques avec nous, mais sans que ce soit nos collègues de travail comme dans une entreprise, par exemple. Oui, moi aussi je dirais la liberté dans le sens accepter ou non un travail, s'organiser comme on veut, pouvoir réajuster les choses, avoir un peu la main sur notre vie. Je pense que c'est... Oui, moi ce serait aussi la question du temps, certainement, et la manière dont on peut mêler sa vie à celle de l'art et inversement, et comment on peut créer des formes artistiques qui nous permettent aussi de nous rencontrer et de résister d'une certaine façon. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterais peut-être juste l'idée du choix, puisque c'est une vie que, chaque artiste se choisit. Et je pense que c'est important, ça. Tout le monde ne choisit pas forcément aussi avec autant de... je sais pas, il y a quelque chose pour moi. Il y a le fait d'assumer un choix. Et ça, c'est une immense liberté de pouvoir assumer ce choix. Merci à tous et toutes. J'ajoute, pour terminer, que ce qui rend la vie de critique d'art désirable, c'est vous, les artistes. Et je voulais juste rappeler que être artiste, vous l'avez tous dit, nécessite une liberté de création, ce qui sous-entend nécessairement un contexte démocratique. Je passe la parole à la salle. Parce que tu as dit un très beau mot pour la fin, donc personne n'ose prendre la parole après toi.
Justement, peut-être pour faire une sorte de conclusion, mais par rapport à la liberté, par rapport au choix, comme le rappelait Marc, moi je suis arrivé à Lyon en 2008 et j'avais eu un poste à Paris, un poste de prof à Cergy, et j'ai eu en même temps un poste de prof à Lyon. Et j'ai eu un coup de téléphone du ministère de la Culture qui m'a engueulé parce que j'avais choisi Lyon. Et moi, j'ai choisi Lyon et j'étais très content parce que je trouvais en effet qu'à l'époque, le projet de l'école de Cergy était beaucoup moins intéressant que celui de Lyon. Et voilà. Après, je dois, en étant honnête avec moi-même, je pense que d'une certaine manière, je l'ai quand même un peu payé, dans le sens que de ne pas être à Paris, c'est évident que y a des opportunités qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se passent pas. Et bon, après, quand je dis je regrette, c'est une façon de parler, mais je suis très très heureux d'être à Lyon et il n'y a aucun problème. Voilà. Bonsoir. Moi, c'est juste pour une remarque, pour renchérir sur ce que tu dis, Olivier, et ce que et avec quoi Françoise a terminé, que d'une part, ben oui, merci les artistes, parce que c'est grâce à vous qu'on continue, c'est avec vous qu'on a commencé et qu'on a envie de finir. Et c'est grâce à vous que effectivement la vie est quand même sinon plus belle, en tout cas bien plus passionnante. Donc ça, je crois que c'est quand même très important à dire. C'est grâce à vous qu'on peut faire des pas de côté. C'est grâce à vous que moi, depuis le début de mes études d'histoire de l'art, je peux voir le monde autrement. Je peux constamment remettre en question tout ce qui est donné. Tout ce surtout ce qu'on nous intime de ne pas questionner et que vous permettez de questionner, en plus de toutes les formes que vous proposez. Ceci dit, quand même, depuis hier matin, je pense qu'on se targue d'une scène lyonnaise formidable, effervescente et dynamique. Bon, n'exagérons pas quand même, hein. Je ne renie rien dans la scène lyonnaise qui m'a nourri pendant de nombreuses années, et surtout je ne renie pas ces acteurs avec qui j'ai pu avoir des partages formidables et des collaborations formidables, mais quand même justement à une échelle plus politique, à une volonté alors qui quitte un petit peu à jeter un froid. Il y a quand même eu très longtemps, et je crois que c'est en train de changer, bravo aux nouvelles générations, mais il y a quand même eu très très longtemps un énorme clivage entre les différents degrés d'institution. Hein. Moi, quand j'ai commencé, les gens du musée, de l'IAC, ne me calculaient pas du tout, et ne calculaient personne d'autre dans les petites et moyennes structure, ça n'a rien de personnel évidemment. Je pense que les collaborations commencent à naître et commencent à être et petit à petit la hiérarchie et les barrières commencent à tomber. C'est formidable. J'espère bien que ça va continuer dans ce sens-là. Mais le milieu lyonnais a été très longtemps conservateur, puis tenu par, on va dire, 2-3 grosses institutions. Tout ce qui était périphérique, et pas seulement au sens géographique du terme, également au sens politico-social du terme, était quand même très tenu à l'écart. Alors qu'on sait très bien que justement, toutes ces structures intermédiaires sont très 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 nécessaires. Bon, comme je dis, j'ai l'impression qu'avec les plus jeunes générations, ce sont des choses qui sont en train de changer. Je m'en réjouis et j'espère que tout ça ira jusqu'au bout. Voilà. Et puis juste pour terminer, je voudrais vraiment remercier l'équipe de la programmation culturelle
et de l'équipe de médiation pour tout le travail qu'elles ont fait, parce qu'il me semble qu'il n'y a que des femmes dans cette équipe. Elles ont fait un formidable travail, comme l'a dit Françoise, de coordination, d'attention à tous les intervenants. Alors bien sûr, on pourra toujours se plaindre qu'on a oublié ceci, quelqu'un, telle structure, tel artiste, tel. Mais bravo, parce que c'était un travail énorme.